Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, on vient d'entendre une experte en prévision mondiale qui nous dit que le Canada est peut-être un petit peu trop optimiste dans son atteinte de l'immunité collective, alors qu'à la Chambre des communes, on est en train de débattre de l'adoption du projet de loi 19. On fait tout, en fait, pour accélérer son adoption. C'est une loi pour adapter les élections en temps de pandémie. On sait que les machines électorales des partis se préparent pour des élections qui pourraient être déclenchées aussitôt qu'à la mi-août. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous pensez du débat autour du projet de loi C-19 dans ce contexte-là? La question, c'est de savoir est-ce que c'est raisonnable d'avoir des élections en ce moment, là, en temps de pandémie. Puis je pense que la réponse, on l'a obtenue avec les élections provinciales qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Alors, dans certains cas, ça s'est bien passé. Dans d'autres cas, très mal. Je pense, par exemple, c'est à Terre-Neuve que je pense, là. Et donc, c'est une question de préparation. Est-ce que Élections Canada est prête à mettre en place des mesures pour pouvoir justement faire des élections en pandémie? Est-ce que, par exemple, le vote par la poste est permis? Est-ce qu'on va avoir les installations, le nombre de personnes, etc.? Et donc, si la réponse est oui, comme ça c'est vu aux États-Unis dans plusieurs endroits, comme ça c'est vu aussi ailleurs, je pense au Nouveau-Brunswick où le vote par la poste, je pense, a atteint 50% du total des votes. Oui, c'est possible de le faire. Maintenant, encore là, c'est une question de préparation. Puis c'est de voir aussi comment les partis politiques vont se préparer. C'est sûr que ça va être différent, la dynamique. Il n'y aura pas de grands rassemblements. Donc, si on est prêt à accepter ces règles du jeu-là, oui, on peut très bien aller en élection, mais si on n'est pas préparé puis qu'on va vers une catastrophe, alors là, oui, effectivement, ça va causer un problème parce que la légitimité du résultat pourrait être mise en question, comme ça arrive en ce moment à Terre-Neuve et Labrador. Oui, c'est ça, parce que Daniel, Geneviève dit, la question, c'est se poser, est-ce que c'est raisonnable de penser en élection en temps de pandémie? On peut se poser la question aussi s'il y a des risques politiques qui sont rattachés à ça quand même. Oui, il y a des risques politiques si ça foire, comme vraiment à Terre-Neuve et au Labrador, mais en même temps, ça a fonctionné l'an dernier au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Et puis, il ne faut pas oublier à l'étranger, aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi, il y a eu des élections, ça s'est relativement bien passé. Donc, ça dépend de cas à cas. Je pense qu'il faut être bien préparé. Je pense que ça va dépendre du nombre de cas. Donc, l'immunité collective, ça, je pense que oui, ça ne sera peut-être pas atteint cette année, mais si la situation, par exemple, à la fin du mois d'août, début septembre, on a beaucoup moins de cas dans les provinces, par exemple, comme en Alberta, où ça va mal en ce moment. Si le nombre de cas diminue, même s'il y a encore la pandémie, ça pourrait être faisable. Le problème, c'est que même si la campagne électorale est courte, dans une période de même 2 ou 3 semaines, la situation sur le terrain peut changer assez rapidement. Et c'est là où est le risque politique. On peut avoir une campagne qui commence alors que la pandémie a l'air d'être sous contrôle et que ça va relativement bien dans la plupart des provinces. Et là, tout d'un coup, le nombre de cas augmente et là, ça peut dérailler un peu le train électoral. Et là, c'est là où ça peut devenir un problème, ce qui s'est passé plus tôt cette année à Terre-Neuve-Labrador. Oui. Geneviève, pour conclure là-dessus, est-ce qu'un scénario de déclenchement d'élections, mettons à la fin du mois d'août pour des élections faites au mois de septembre, ça vous semble, au moment où on se parle, probable? Oui, ça me semble probable. Le gouvernement a de la difficulté à faire passer ses projets de loi. Je suis sûre qu'il veut avoir une majorité. Beaucoup de gouvernements provinciaux ont eu des majorités, donc ça peut être séduisant aussi comme argument. Maintenant, est-ce que les partis d'opposition vont laisser le gouvernement, les libéraux, déclencher des élections? Ça reste à savoir. Ouais. Et aussi, ça va être quoi l'odieux de déclencher des élections? Alors, si la population n'est pas d'accord, comment ça va être perçu? Et ce que Daniel aussi disait, qui est important, c'est que s'il y a des disparités à travers le pays, donc si ça continue à mal aller en Alberta, par exemple, alors que ça va bien dans l'Atlantique, est-ce que certains électeurs vont être favorisés par rapport à d'autres? Ça aussi, ça va jouer. Alors, il y a tout ça, comme disait Daniel, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que ça peut changer la donne, mais à ce moment-ci, je pense que maintenant que le budget est présenté, une date prochaine possible d'élection du mois d'août, ça me semble possible et plausible. Oui, parce qu'il faut mettre ça dans la balance aussi. Le Canada, c'est grand et la situation n'est pas égale de la pandémie et c'est pas égal partout. Il y a des provinces où ça va bien, il y en a d'autres où ça va moins bien. J'aimerais vous entendre maintenant sur l'autre dossier du jour, l'oléoduc de la ligne 5. On le sait, la gouverneure du Michigan a ordonné à
Enbridge de le fermer d'ici à mercredi. Donc, vraiment, ça va vite, là, ça vient vite. Selon plusieurs observateurs, Ottawa tente d'utiliser la voie diplomatique dans ce dossier-là, mais le président Biden n'a pas encore donné, je dirais, son appui au Canada. Le gouvernement Trudeau veut éviter la confrontation. Daniel, est-ce que ça va être possible? Ben, c'est difficile. Écoutez, on a maintenant avec un président démocrate à la Maison-Blanche et puis évidemment la gouverneure donc démocrate Gretchen Whitmer au Michigan, l'appui des groupes environnementaux et beaucoup de ses électeurs, et c'est une promesse qu'elle avait faite, une promesse électorale. Donc, pour elle, ça va être difficile vraiment de rebrousser chemin, là. Donc, puis ça fait quand même des semaines, sinon des mois, qu'il y a des discussions avec la gouverneure de la part de l'ambassade du Canada à Washington. Donc, on lui parle, là. C'est pas qu'on vient de découvrir cette situation-là, là. Ça fait longtemps que c'est en préparation, qu'on discute. Et puis, jusqu'à maintenant, elle n'a pas changé d'idée. Et puis, c'est sûr que si le président Biden mettait tout son poids dans la balance, ça pourrait changer les choses, mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à faire ça? Beaucoup de démocrates ne soutiennent pas les projets de pipeline et même les pipelines existants. Donc, je pense que c'est une autre épine dans les pieds, dans le pied du premier ministre Trudeau, parce que si la ligne 5 est vraiment fermée, ben, ça va avoir des effets négatifs, pas seulement sur l'industrie pétrolière, mais ça va avoir des effets négatifs sur l'industrie à Sarnia et aussi au Québec. Donc, ça va avoir des répercussions économiques négatives dans des régions du pays où Justin Trudeau espère faire le plein de vote lors des prochaines élections fédérales. Oui, parce qu'il y a des milliers d'emplois en jeu, effectivement. Et Geneviève, le gouvernement Trudeau s'est déjà engagé à collaborer avec Washington sur la question des changements climatiques, sur la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que ça vient compliquer davantage l'affaire dans ces négociations avec l'administration Biden, avec Mme Whitmer? Oui, parce que d'avoir un gouverneur d'un État qui a une position aussi tranchée, qui veut pas vraiment collaborer, puis qui a des répercussions immenses, là, on mesure pas toutes les conséquences. On va le voir dans quelques semaines si effectivement l'éoduc est fermé, mais c'est très dommageable pour le Canada. J'ai l'impression que ça, c'est un peu le résultat de 4 années qu'on a vu au pouvoir Donald Trump, où là, on a vu une polarisation, une confrontation entre les pays, entre le Canada et les États-Unis. Et cette notion d'avoir un grand marché économique continental nord-américain, on l'a perdu. Alors, quand on vient de prendre le temps de prendre une décision, on réfléchit pas aux conséquences que ça peut avoir ailleurs sur le continent, notamment dans d'autres pays comme au Canada. Et là, ce qui se joue en ce moment, ça va être une confrontation économique qui va nuire au Canada. Le Canada est en mauvaise position pour négocier. Et dans tout ça, ce qui me surprend un peu, c'est un peu le silence des entreprises, des milieux d'affaires qu'on n'a pas beaucoup entendu. Alors, ce qui joue aussi un peu dans la diplomatie, je ne le sais pas, mais il y a peut-être aussi un mea culpa à faire de la part du secteur privé, d'avoir peut-être abandonné un peu ces léoducs-là. Les gens sont un petit peu plus sceptiques, ils veulent qu'on les ferme parce qu'ils les jugent pas sécuritaires. Puis si ça arrive, c'est quoi l'option? Puis là, on n'a pas vraiment de réponse. Alors, toute cette notion de collaboration économique qui existait avant l'arrivée de Donald Trump est disparue. Puis je pense que là, on en voit une conséquence manifeste avec le cas actuel. Oui, et là, le temps vraiment commence à presser. L'ultimatum, en fait, c'est mercredi. On va suivre ça au cours des prochains jours. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.